بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la partie numéro 2 pour chapitre 3, l'énergie solaire photovoltaïque. Nous sommes arrivés aux caractéristiques électriques d'une cellule photovoltaïque. Les paramètres électriques d'une solaire, généralement sont le ICC, c'est le courant de court-circuit obtenu pour V égale à 0, et VCO, c'est la tension en circuit ouvert obtenue pour E égale à 0. Le IM, c'est le courant à la puissance maximale de fonctionnement de la cellule photovoltaïque. Le VM, c'est la tension à la puissance maximale de fonctionnement de la cellule photovoltaïque. Mu, c'est le rendement de conversion. FF, c'est le facteur de forme. N représente la puissance électrique maximale fournie divisée par la puissance solaire incidente. N, c'est VMIS sur PS, donc c'est FFVCO par ICC sur PIS. Avec PI, c'est la puissance d'éclairement reçue par unité de surface. S, c'est la surface de la cellule photovoltaïque. FF, c'est la puissance maximale divérée sur la charge, divisée par le produit de VCO par le courant ICC. Donc, FF, on peut la calculer par VMIM sur VCO par ICC. Les caractéristiques et en fonction de V, sous obscurité, sous éclairement d'une cellule photovoltaïque. Le rendement quantique. Le rendement de collecte correspond au rapport entre le nombre de porteurs de charge effectivement collectés et le nombre total photogénéré. Ce terme tient donc compte des recombinaisons de porteurs survenant dans le volume et en surface de la cellule. Il dépend directement de la durée de vie des porteurs minoritaires, le temps moyen entre la génération et la recombinaison d'un porteur minoritaire. Vous avez que delta égale delta G sur Q sur phi. Le schéma électrique équivalent d'une cellule photovoltaïque, vous avez dans la figure suivante qui propose un modèle électrique de la cellule photovoltaïque prenant en compte les différents facteurs limitatifs. On y retrouve le générateur de courant, EPH, correspondant au courant photogénéré, ainsi que des résistances complémentaires RS et RP et de diodes D1 et D2. Donc, voici la modélisation électrique d'une cellule photovoltaïque. Les différents paramètres de ce modèle sont le générateur de courant, il délivre le courant EPH correspondant au courant photogénéré. La résistance série RS, elle prend en compte la résistivité propre au contact entre les différentes régions constitutives de la cellule, à savoir l'émetteur, la base et les contacts métalliques. Ce terme doit idéalement être le plus faible possible pour limiter son influence sur le courant de la cellule. Ceci peut être réalisé en optimisant le contact métal semi-conducteur et on va diminuer la résistivité du matériau utilisé. Cependant, un dopage trop élevé entraîne une augmentation de la recombinaison des porteurs. Pour la résistance parallèle, également connue sous le nom de résistance de court-circuit, elle traduit l'existence de chaînes à travers l'émetteur causées par un défaut. Ceci est le cas lorsque la diffusion des contacts métalliques à haute température perce l'émetteur. Elle peut aussi due à un court-circuit sur les bords de la cellule et cette valeur devra être plus élevée possible. La diode D1 modélise la diffusion des porteurs dans la base et l'émetteur. Son influence sera d'autant plus grande que le matériau présentera une bonne longueur de diffusion. La diode D2 modélise la génération recombinaison des porteurs dans la zone de charge d'espace. Vous avez EV est égal EPH moins ED1 moins EDE moins VG sur RP. Bien sûr, avec VG qui est égal à V plus IRS, dans le cas où la courbe représentée dans le cadran représentant au courant et la tension positive, et pH, c'est le courant de photogénération, et D1, c'est le courant de génération recombinaison au effet tunnel dans la zone de charge d'espace, et D2, courant de diffusion dans des zones neutres, RP, résistance parallèle, RS, résistance acérée, IS, courant de saturation, alpha, est égal à Q sur un KT avec un facteur d'idéalité de la diode. Quelles sont les différentes filières photovoltaïques en couche mince? La conversion photovoltaïque nécessite l'utilisation d'une couche photoconductrice, dite couche absorbante, qui transforme le rayonnement lumineux en paire électron-trou
Par la suite, ces porteurs clés sont connectés en réalisant une jonction à la surface de cette couche absorbante. Cette jonction peut être soit une homojonction dans le cas de la filière classique silicium, soit une hétérojonction, c'est-à-dire une jonction avec deux semi-conducteurs différents, soit une jonction collée, c'est-à-dire un contact métal semi-conducteur. Dans le domaine des couches minces, il existe trois principales filières. Premièrement, la filière du silicium microcristallin et ou amorphe, la filière tellurure de cadmium, sulfure de cadmium. La filière est décomposée à structure chalocopyritée basée sur le CIS et ce dernier qui nous intéresse et faire l'objet de notre travail. Pour la filière chalocopyrite, l'émergence des cellules solaires basées sur les matériaux à structure chalcopyrite a fait suite à la réalisation des détecteurs photovoltaïques par Warner École de Bell Telephone en 1947, 1975, 94 et 95. S. Warner École avait rapporté la répartition des taux hétérojonction à partir d'un monocristallin dont la conductivité est de type P sur lequel une couche mince de CDS de 5 à 10 mm d'épaisseur avait été déposée. La réponse photovoltaïque de ces détecteurs pour une lumière incidente à travers la fenêtre CDS donnait lieu à des très hauts rendements quantiques 70% uniformes entre 0,55 et 1,25 micromètres. Ces hétérojonctions avaient des rendements solaires de l'ordre de 5%. Les composés ternaires, calopyrite, qui peuvent jouer le rôle d'absorbeurs sont principalement les suivants dans les caractéristiques structurelles optiques. Ainsi, les rendements actuels en Cauchemar sont indiqués dans le tableau suivant. Du fait de leur grande coefficient d'absorption optique, une épaisseur de 1,5 à 2 micromètres est suffisante pour absorber la partie utile du spectre solaire. Donc, contre 100 mm pour le silicium, les deux principales méthodes de séparation de la couche absorbante des modules à haut rendement sont la vaporisation et le dépôt séquentiel des différentes constituants ou des métaux précurseurs suivis d'un recul sous atmosphère de chalcogène. Cependant, d'autres techniques ont été utilisées telles que la méthode de dépôt par voie électrochimique, procédé de faible coût qui permet le dépôt de différentes composantes de la cellule solaire avec des rendements promoteurs. Le matériau le plus promoteur semble être le CIC. Cependant, sa faible bande interdite 1,02 électrovolts limite la tension de circuit ouvert et donc le rendement de la photopile. Ainsi, les travaux sur les cellules solaires à base de 6 portent aujourd'hui sur des alliages quaternaires. On introduit le GA qui se substitue partiellement à N de façon à élargir sensiblement la bande interdite. Pour les photopiles à base de cuivre, généralement, la majorité des connaissances fondamentales sur les composés ternaires à base de CuInSe2 a été établie avant les années 1980, tandis que les propriétés électriques optiques structurelles de chalcopyrite ternaire semi-conducteurs ont été examinées dans les années 60 et les années 70. En 1994, Weiner a produit la première photopile à grand rendement, 12,5%, avec un dispositif de type N était évaporisé sur un cristal de type P. Par la suite, un regain d'intérêt pour ces matériaux a eu lieu lors de la réalisation d'une cellule en couche mince avec un rendement de 9,4% en employant des alliages à base de Cu et des couches de bande interdites plus larges a été réalisée avec des tensions de circuits ouverts plus importantes. Par la suite, les couches à gradient de composition ont été réalisées, permettant d'obtenir des valeurs de VOC importantes, tout en conservant des valeurs de GCS identiques. Les valeurs des bandes interdites et les structures cristallographiques de ces composés ternaires et de leur alliage ont aussi été examinées par calcul théorique dans les années 80. Ces études ont montré qu'un alliage continu semblable à ceux obtenus dans les composés
peuvent être obtenus. L'examen de la physique des défauts dans ces matériaux est toujours en cours. Une compréhension du fonctionnement de base de la jonction P1 dans ces dispositifs photovoltaïques a commencé à être établie dans les années 80. L'analyse a montré que le haut rendement obtenu dans ces photopiles était contrôlé par la recombinaison de la lumière dans le matériau actif absorbant, c'est-à-dire le CuInSe ou bien ses alliages. Ce vient de fait que le type de porteur s'inverse dans ce matériau près de la jonction, probablement grâce à la diffusion N du cadmium de CdS, ce qui élimine la recombinaison d'interfaces comme mécanisme de perte. La recombinaison est alors contrôlée par des états dans la bande interdite de cette région et la perte du porteur minoritaire aux joints de grains de la couche absorbante est aussi réduite de fait que les joints de grains sont assez fortement dopés, pardon, que les grains. Le sodium est lui aussi un élément important dans les réalisations des cellules à fort rendement. Il provient soit directement du substrat de verre soudé, soit d'une source extérieure et qui permet une croissance et une texturation plus importante des grains, ainsi qu'une plus grande conductivité. Dans le secteur industriel, un certain nombre de sociétés commencent le développement commercial de modules photovoltaïques à base de parmi celles-ci, Siemens Solaire, maintenant Shell Solaire, est plus avancé qu'actuellement plusieurs modules de 12 volts commercialisés de 5 à 40 watts. Les rendements moyens des modules sont de l'ordre de 9% avec une valeur maximale de 12%. Et on peut aussi citer la société Worth Solar qui développe des modules déposés sur verre avec des rendements de l'ordre de 12% et 11% pour ceux sans cadmium. La société GSE, Global Solar Energy, développe pour sa part des modules flexibles en employant du polyamide ou de l'acier inoxydable comme substrat. Des rendements de l'ordre de 10% ont été obtenus sur des modules de faible taille. La société énergie photovoltaïque développe une technologie basée sur la déposition par voie physique et projette de construire des sites industriels avec 1 MW de capacité au New Jersey, 10 MW en Allemagne et 5 MW en Californie. International Solar Electric Technology et Unisan, pour leur part, développent des procédés ne nécessitent pas de pompe à vide. Leur technologie se base sur la pulvérisation chimique et l'impression des poudres de précurseurs sur les substrats recouverts de molybdène et le rendement sont de l'ordre de 11%. Voici les différentes composantes de la cellule GGS. Comme nous pouvons le voir, il existe ces éléments principaux dans la photopile à couche mince, à savoir le substrat. Il est très utilisé. Le plus utilisé, c'est le verre sodé. On peut aussi utiliser des substrats flexibles, un contact ohmique inférieur, souvent le MO, une couche absorbante, une couche tampon, un oxydant transparent conducteur, un contact ohmique supérieur gris métallique. À ceci est parfois ajoutée une couche anti-réflexion. Ces matériaux ne sont bien évidemment pas choisis au hasard et doivent posséder des propriétés physico-chimiques bien particulières que nous allons voir maintenant. Nous avons la couche absorbante. Une couche absorbante doit être constituée d'un matériau à grand coefficient d'absorption dans le domaine du visible. Il est donc préférable que celui-ci ait une bande indirecte interdite directe, dont la valeur soit de l'ordre de 1,1 à 1,7 électrovolts. Sa conductivité doit être de l'ordre de 1 jusqu'à 10 puissance moins 2. La conductivité, elle est de type P. La couche tampon, c'est une couche située entre la couche absorbante et la couche d'oxyde transparent conducteur. Si un contact couche absorbante est directement réalisé, une jonction photovoltaïque peut exister, mais son rendement sera limité par l'inadaptation des bandes interdites, les courants de fluide dus à la présence des zones désordonnées aux joints de grains. Dans ce fait, il est préférable d'introduire une fine couche dite couche tampon entre ces deux composés afin d'optimiser les performances de la cellule.
Cette couche doit avoir les propriétés suivantes. Une bande interdite intermédiaire permettant une transition souple entre celle du semi-conducteur et celle de OTC par une valeur comprise entre 2,4 et 3,2 électrovolts. Une conductivité de type N pour former la jonction avec la couche absorbante qui est telle de type P. De plus, afin d'éviter les effets de fuite de courant, sa conductivité doit être plus faible que celle de la couche absorbante. Donc, elle est de l'ordre de 10 à 3, 10 puissance moins 3 watts par 1 centimètre moins 1. Elles doivent être morphologiquement trop homogènes pour éviter tout fait de court-circuit au niveau des joints de grains. La couche d'oxyde transparent conducteur, donc celle-ci doit être simultanément transparente et conductrice. Dans le domaine du spectre solaire, la transmission des couches doit être supérieure à 80% et la conductivité de ces mêmes couches doit être supérieure à 10 puissance moins 3. Nous avons les défauts physiques dans un semi-conducteur. Les caractéristiques des matériaux semi-conducteurs sont fortement influencées par les impuretés ou les défauts. Ces derniers sont ajoutés pour pouvoir augmenter la conductivité électrique ou le contrôle de la durée de vie, mais souvent ces impuretés ou ces imperfections dans le réseau agissent comme facteurs de perte. Par conséquent, une concentration élevée de défauts diminue la possibilité de transport de porteurs, réduisant ainsi le rendement de conversion. Nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo. Inch'Allah, نقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. Merci beaucoup et à la prochaine.